Développer, le podcast qui poursuit les idées arrêtées. Ce programme vous est présenté par Olivier Jacquemont, docteur en philosophie politique. Et je suis avec Sophie Bernard pour Uber usé, qui a paru récemment aux éditions du PUF, sous-titré « Le capitalisme racial de plateforme ». On revient là-dessus dans un instant. D'abord, on te présente Sophie Bernard. Tu es professeure à l'Université Paris-Dauphine. Tout à fait. Tu es chercheuse à l'Institut de recherche interdisciplinaire, je bouffe mes mots, mais interdisciplinaire en sciences sociales. Tu travailles sur la sociologie du travail, justement. Tu travailles beaucoup sur la question de la relation entre le travail salarié, le travail indépendant, la porosité entre ces modes de travail, la question des rémunérations, primes, intéressements, etc., qui viennent s'agréger au travail. Ça t'avait amené à écrire un bouquin qui s'appelle « Le nouvel esprit du salariat ». Tout à fait. 2020. Exactement. Et ce livre, Uber usé, est dans le prolongement de ce travail de 2020. Donc ça, c'est paru en 2022. Et c'est un travail que tu as mené, disons, à partir de 2015, puisque tu t'intéressais à la mobilisation des chauffeurs Uber lorsque Uber a augmenté la commission qu'il touchait. Donc, évidemment, suscité un mouvement de la part des chauffeurs. Et puis ensuite, à partir de 2018, aux chauffeurs qui étaient plus invisibilisés, ceux qui ne s'étaient pas mobilisés, justement, pour comprendre qui ils étaient, pourquoi ils travaillaient pour Uber et quelle était leur sociologie. C'est ça ? Exactement. C'est parti de la mobilisation. Le problème ou la difficulté que pose la mobilisation et qui peut créer un biais, c'est justement que parmi les chauffeurs Uber, tu as d'une certaine façon les plus dominants des dominés et tu voulais avoir accès à la parole des plus dominés des dominés. Et là, ça nécessitait de faire un travail différent puisque aller chercher leur parole n'était pas évident. Alors, qu'est-ce que tu as mis en place comme méthodologie pour accéder à eux ? C'était extrêmement compliqué. Au début, en fait, j'ai contacté les chauffeurs mobilisés que je connaissais, qui m'ont donné des contacts. Et c'était assez intéressant déjà, c'est que c'est le récit d'un échec quasiment, mais qui est intéressant du point de vue des données en fait que ça dévoile, au sens où ces chauffeurs, quand j'arrivais enfin à avoir un entretien avec eux, au bout de 10 minutes, une demi-heure maximum, en fait, leur téléphone sonnait et ils devaient me quitter parce qu'ils avaient une course. Ouais. Donc, ce qui est assez instructif quant à la relation qu'ils nouent avec Uber et de leur dépendance à l'égard de la plateforme. Donc, à la suite de ça, grâce à un financement que j'avais pour ma recherche, j'ai décidé de faire des courses avec des chauffeurs pour mener des entretiens avec eux. Donc, des courses qui duraient autour d'1h30 en moyenne. Ouais. Donc, j'essayais de faire varier les horaires, les lieux de prise en charge, parce qu'en fonction des horaires, on peut avoir des variations des profils. Et donc, je commandais des courses et je menais des entretiens avec eux, ce qui m'a permis d'accéder à cette population plus invisibilisée, comme tu le disais, et qui, en fait, était très réceptive à l'idée de pouvoir échanger durant ces courses, parce qu'ils perdaient pas d'argent à ce moment-là, et ils avaient du temps à me consacrer, même s'ils trouvaient que c'était un peu étrange dans un premier temps. Ils te soupçonnaient même d'être envoyé par Uber pour enquêter sur eux. Oui, tout à fait. Il a fallu très rapidement en fait les rassurer de ce point de vue-là. Donc à chaque fois, je leur représentais ma carte de visite. Et puis certains me googlisaient pour vérifier qui j'étais. Oui, tu leur proposais même de te chercher sur... Ouais, exactement. Donc vu qu'ils ont toujours leur téléphone accessible, c'était un moyen de s'assurer que je travaillais pas pour Uber. Ce qui est encore une fois assez instructif. Ces craintes sont assez instructives de la relation qu'ils nouent avec la plateforme. Et il y avait autre chose, c'est que tu les rassurais tous sur une chose, tu leur mettrais une note maximale à la fin de la course. Oui, alors ça, c'était un élément en effet important, c'est qu'étant donné que chaque chauffeur est noté à l'issue d'une course par les clients, il s'agissait aussi de les rassurer de ce point de vue-là pour qu'ils ne soient pas incités à me donner les bonnes réponses. Celles que tu attendais. Exactement. Donc, qu'ils pensaient que tu attendais, quoi. C'est ça. Oui, tout à fait. Donc, quand je les rassurais, alors évidemment, ils pouvaient ne pas me croire, mais disons que, étant donné tout ce qu'ils m'ont livré pendant les entretiens, je crois que ça a plutôt bien fonctionné. Alors, tu as commencé sur un terrain qui était un terrain parisien, français. Tu l'as dit, en variant les courses, en variant les endroits de prise en charge, parce que ça te permet d'avoir accès à peut-être des populations différentes de travailleurs, peut-être ceux qui cherchent un complément de salaire ou de revenus, et d'autres dont c'est le job à plein temps. Peut-être que c'était ça aussi que tu as vu. Mais tu as aussi varié en termes géographiques, puisque tu es parti à Montréal. Tu as travaillé avec des chauffeurs Uber à Montréal et puis à Londres.
Alors en fait, étant donné que le protocole d'enquête était déjà bien clair, c'était assez facile à mettre en œuvre dans d'autres métropoles. Et ce que je voulais analyser en allant dans d'autres métropoles, dans d'autres pays, c'était de mettre un peu à l'épreuve ce modèle d'Uber, de la plateforme. C'est une entreprise mondialisée, donc l'idée c'était vraiment d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans d'autres contextes institutionnels avec un dispositif technologique qui est le même en réalité, pour voir à la fois les points communs et puis peut-être les différences justement entre les différentes villes. Et c'était assez facile. Donc après, les modalités étaient un peu différentes parce que autant à Paris, je pouvais étaler les courses sur la durée, autant à Montréal et Londres, j'y étais sur un temps limité. Donc là, j'enchaînais des courses plutôt, mais toujours de la même manière en essayant de varier les lieux, les horaires. Alors, ce qu'on voit, ce qui est intéressant aussi pour nous quand on lit, c'est qu'on voit que les partitions, les répartitions du transport ne sont pas les mêmes selon les villes. On ne travaille pas de la même façon à Paris, Londres ou à Montréal. Et Uber joue sur les législations existantes, rentre dans une catégorie plutôt qu'une autre. Alors nous, on sait qu'il y a eu la question du taxi et du VTC. À Londres, tu as la question des black cabs et des mini-cabs. Et à Montréal, c'est encore plus étonnant pour moi en tout cas, puisqu'ils sont rentrés dans la question du covoiturage. Covoiturage citoyen. Voilà. Même. Ce qui peut paraître très, très surprenant, quoi. Exactement. En fait, à chaque fois, Uber a la même stratégie. Étant donné que son modèle, en fait, son modèle économique, ça repose sur une réserve de main-d'œuvre disponible pour répondre rapidement à la demande. La plateforme va toujours se positionner sur le segment où finalement les barrières à l'entrée sont les plus faibles. Donc à Paris, c'était le VTC. Dans la continuité de la grande remise, donc peut-être pour préciser la grande remise. Oui, parce que moi je l'ai appris, je te l'ai dit tout à l'heure. C'est ça. Allez-y. Donc en fait, en France, on avait auparavant donc d'un côté les taxis, de l'autre côté la grande remise. Donc la grande remise, c'est des chauffeurs qui travaillent plutôt dans le secteur plutôt de luxe, auprès de l'hôtellerie de luxe plutôt, avec des rémunérations plutôt élevées. Et là, on retrouve la figure du chauffeur en costume cravate, plutôt élégant, une image plutôt haut de gamme de ce côté-là, mais où les barrières à l'entrée en fait sont plus limitées que pour le taxi et notamment la législation en fait a été en ce sens-là. Et à Londres, on a la même segmentation entre mini-cab d'un côté qui correspond en fait au VTC et puis de l'autre côté black cab, les taxis. Mais là, c'est inversé au sens où ce qui est vraiment haut de gamme, c'est plutôt les taxis. Et là où il faut passer des examens, un examen qui est extrêmement difficile, il faut connaître 25 000 rues par cœur de Londres. Oui, c'est pas une façon de parler, il faut vraiment connaître 25 000 rues. 25 000, exactement. Et donc c'est beaucoup plus facile de devenir mini-cab. Pour le coup, l'examen d'entrée est beaucoup plus facile. Et à Montréal, finalement, ils sont rentrés par le biais du covoiturage. Donc là, pour le coup, les barrières à l'entrée, il y en a quasiment pas. Mais c'est toujours cette même logique de on s'implante sur le segment du marché où les barrières à l'entrée sont les plus faibles pour pouvoir accéder à une main-d'œuvre largement disponible. Et ça passe toujours par une stratégie du fait accompli. Au sens où quand Uber s'implante, la plateforme sait pertinemment qu'elle ne respecte pas la législation. Et donc, ça suscite systématiquement, en tout cas dans les 3 métropoles en question, ça suscite des mobilisations de taxis et plus largement, en fait, beaucoup de critiques, beaucoup d'opposition. Donc, il peut y avoir des actions en justice, notamment. Mais à chaque fois, tout ça, ça prend du temps. Et donc, Uber en tire parti de ce temps pour finalement déployer son activité. Et au moment où on pourrait justement légiférer, eh bien, en fait, c'est quasiment trop tard. Pour pouvoir le faire, hein, parce que dans ces cas-là, ce qui va être mis en avant, c'est eh bien on remet en question un service innovant offert aux clients. On remet en question surtout l'emploi de populations racisées, pour le coup, qui
qui seraient justement au chômage et qui auraient besoin d'une activité professionnelle. Alors, pour donner l'exemple de Montréal, donc l'activité d'Uber a été illégale pendant 3 ans avant que la réglementation change. Donc, la politique du fait accompli, que tu appelles aussi, après d'autres, la stratégie du chaos. Ouais. C'est-à-dire qu'on va vraiment dans une faille réglementaire, on rentre dedans, et une fois qu'on s'est bien installé, il est impossible de faire marche arrière. Donc, on est obligé d'adapter la réglementation, parfois de façon extrêmement libérale, comme c'est le cas au Canada, puisqu'ils ont suivi ce qui a été mis en place par Uber. Il y a cette capacité, en même temps qu'on joue sur la réglementation et de s'imposer, de travailler la question de l'opinion publique en faveur de la libre consommation, de la liberté de circulation, et de travailler contre tout ce qui est institutionnel, réglementaire, le cartel des taxis. Donc, c'est des termes qu'on retrouve. Donc, il y a vraiment cette façon d'Uber pour s'implanter, de se mettre du côté du travailleur et du consommateur. C'est vraiment une bataille idéologique, en réalité. En tout cas, c'est présenté comme ça, justement, par Uber. Une bataille idéologique entre, d'un côté, finalement, des acteurs innovants et puis de l'autre côté, des conservateurs défendant, en effet, le cartel des taxis. Mais finalement, cette bataille idéologique, ça permet, en quelque sorte, d'invisibiliser les vrais enjeux derrière, et notamment tous les investissements qui ont permis à Uber de se déployer, qui sont colossaux, puisque Uber a bénéficié de 20 milliards d'investissements au début, ce qui est colossal. Parce que finalement, ce que ça finance, c'est des tarifs artificiels. On croit que c'est moins cher. En réalité, c'est juste que ce n'est pas le tarif réel, le coût réel de la course. Une partie du tarif de la course, en fait, il est subventionné quasiment par ces investisseurs. Le temps de s'installer. Il y a une petite anecdote là aussi. J'ai un camarade chercheur à l'ESCE qui travaille sur la question du transport et de la logistique. Alors, j'avais pas tout le bagage qui est dans le bouquin, mais il s'est amusé à calculer le prix des courses pour Uber et voir si ça pouvait être rentable. Le modèle économique ne peut pas être rentable tel qu'il s'est déployé au départ. Et alors, pour moi, c'était stupéfiant parce que c'est de se dire, c'est comme s'ils n'avaient pas réfléchi, mais bien sûr que c'est réfléchi. Mais l'idée, c'est d'arriver, à mobiliser un certain nombre de travailleurs qui seront... d'avoir une politique de l'offre, d'avoir beaucoup de chauffeurs qui soient corvéables, malléables, dociles. Et une fois qu'on s'est installé contre les autres concurrents, qu'on a une position de quasi-monopole, on monte les tarifs. Exactement. L'idée, en fait, c'est une stratégie de croissance extensive, d'occuper très vite le territoire et puis de s'imposer comme un acteur incontournable, tant pour les chauffeurs que pour les clients, et pour finalement supprimer la concurrence. Le souci, en fait, de ce modèle, c'est là où justement on peut se poser la question de la rentabilité, c'est qu'il faut renouveler l'expérience à chaque implantation. Donc, il faut sans cesse de nouveaux investissements. Et à un moment donné, le risque, c'est que, malgré tout, c'est que une fois qu'on occupe finalement une position de monopole ou de quasi-monopole, en effet, on augmente les tarifs. À ce moment-là, une offre concurrente peut à nouveau advenir. Donc, en effet, la rentabilité du modèle, elle questionne même encore aujourd'hui. Mais c'est amusant parce qu'on peut imaginer que Uber Eats fonctionne exactement sur le même modèle. On arrive sur un marché où il y a déjà des acteurs et on cherche à écraser la concurrence, publicité, attractivité des chauffeurs-livreurs. Pour que ce soit très parlant, on était sur, au début, une commission qui était perçue par Uber de 20%, qui est montée à 25%. La tarification, elle a décru pour le chauffeur. Quand on lit les récits, et c'est la perception qu'on avait au début, on avait l'impression au début d'une prestation assez haut de gamme, avec des chauffeurs qui gagnaient relativement bien leur vie. Oui, mais ils gagnaient même très bien leur vie, en fait. Et qui bénéficiaient de primes, qui bénéficiaient d'un certain confort de vie. Et aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. En fait, la stratégie, c'est toujours la même. C'est au moment de l'implantation, attirer les chauffeurs. Donc, leur offrir, en fait, des rémunérations élevées, avec des primes très élevées. Au début, on a même des chauffeurs qui, juste en se connectant à la plateforme, se posent dans un café, comme l'explique l'un d'entre eux, et puis attend les courses. Et donc touche de l'argent. Ils gagnent de l'argent même en ne prenant pas de course. Oui, exactement. Et après, progressivement, les taux se resserrent en fait, au sens où
Progressivement, il faut faire un certain nombre de courses pour bénéficier des primes. Après, on passe sur une garantie de chiffre d'affaires. Et puis ensuite, une fois que finalement Uber a suffisamment de chauffeurs, eh bien dans les 3 métropoles, c'est exactement la même stratégie. C'est pour ça que c'est intéressant de comparer. Finalement, on baisse les tarifs de 20%. On augmente la commission. Donc, on passe de 20 à 25% sur chaque course. Et on supprime les primes. Donc, les rémunérations, à ce moment-là, elles chutent pour les chauffeurs, ce qui va avoir des effets sur leurs conditions de travail derrière. Et de l'autre côté, on va subventionner en fait les courses du côté des clients. Pareil, quand Uber s'implante dans une ville, la plateforme offre tout un tas de courses gratuites, de promotions aux clients pour justement que ça devienne un choix incontournable. Ouais. Et c'est en agissant des deux côtés que finalement, tout le monde a intérêt de converger vers cette même plateforme. Et ça affecte bien sûr, et ça transforme la sociologie des travailleurs, forcément, parce que certains se dégagent de l'application, parce qu'ils considèrent que c'est plus suffisamment intéressant. Ça n'empêche pas d'autres d'entrer massivement, et c'est là où on voit vraiment se mettre en place un capitalisme racialisé. Alors, dès le début, il y a quand même beaucoup d'hommes racisés qui sont chauffeurs Uber. Pardon, je dis racialisé, mais racisé est mieux. Ouais. Qui sont racisés parce que finalement, déjà, à Londres ou à Paris, ils vont s'appuyer en fait sur ceux qui sont soit minicab, soit chauffeurs de grande remise, qui sont en fait déjà majoritairement des hommes racisés. Donc déjà, on va avoir cette surreprésentation. Et puis ensuite, ils vont aller les chercher. Ce qu'on voit par exemple à Paris, c'est des opérations. Il y avait eu cette opération 70 000 entrepreneurs dans les quartiers populaires, donc en partenariat avec Pôle emploi, où il s'agissait justement d'aller un peu vendre en fait le système Uber à ces populations pour les attirer. Et puis, Uber va en fait déployer ce système de cooptation par le biais de primes, à nouveau. Donc, si un chauffeur rentre dans le métier, il touche une prime. Et ils en ont d'autant plus besoin que les rémunérations ont chuté. Initialement, ce sont des hommes plutôt racisés, mais c'est un mouvement qui va s'accentuer au fil du temps. Au fur et à mesure que les conditions de travail et de rémunération se dégradent, en fait, ce sont les plus vulnérables qui vont rester. Ouais. Et les plus vulnérables, c'est ceux qui n'ont pas forcément de meilleure alternative. Et là, c'est justement les plus précaires et donc ces hommes racisés. Dans le texte, tu dis il est impossible de démontrer qu'au moment de l'implantation, il y a cette stratégie de la part d'Uber, mais au moment du déploiement, c'est clair, justement, avec cette politique en faveur des quartiers, ouais. La communication là, le système de primes ou de récompenses pour la cooptation. Ça, c'est intéressant d'avoir lu ça, c'est de voir que la cooptation va renforcer la cohésion ethno-raciale, quoi. Oui, parce que finalement, on va toujours chercher autour de soi. Ah, ouais. Et en fait, on évolue toujours dans des milieux qui sont les mêmes, qui nous correspondent en fait, qui nous ressemblent. Ouais. Et on a pour certaines populations, et ça c'est intéressant aussi, c'est de se dire des populations immigrées qui vont perdre leur niveau de qualification qu'ils avaient dans leur pays d'origine par rapport à leur titre, leur diplôme, mais le statut d'indépendant revalorise quand même à leurs yeux le travail salarié, précaire, déqualifié. Oui, alors en fait, j'ai deux profils qu'on retrouve dans les 3 métropoles. En fait, j'ai d'un côté des hommes qui sont diplômés, issus des catégories supérieures ou moyennes supérieures, et en fait qui, en particulier par exemple à Montréal, qui n'ont pas pu faire reconnaître leur diplôme, qui n'ont pas pu le valoriser, et donc ils se retrouvent cantonnés dans des emplois d'exécution salariés. Et qui voient en fait dans Uber, en fait dans le fait d'être chauffeur, une opportunité pour soit compléter leurs revenus, soit en fait accéder à l'indépendance pour améliorer leurs conditions. Et donc d'un côté une population qui cherche à atténuer son déclassement. Ouais. Donc ça c'est surtout à Londres et à Montréal. Et puis point commun entre les 3 métropoles, des hommes racisés qui cherchent à améliorer leurs conditions en accédant initialement à des rémunérations plus élevées. Et puis en accédant à l'indépendance parce qu'en fait ils occupaient des emplois d'exécution mal payés avec une hiérarchie très présente, une forte pression, et donc là c'est un moyen d'y échapper
et c'est vu comme une opportunité quasiment d'ascension sociale. Ouais. Donc ça, c'est le point commun entre les trois, cette forte valorisation en tout cas de l'indépendance. Après, à Paris, en fait, la grande majorité des chauffeurs que j'ai rencontrés n'étaient pas au chômage. Et ça, c'est un élément auquel je tiens, parce qu'on a justement toute une rhétorique de la part d'Uber, mais plus largement d'hommes politiques, qui justement insistent sur le fait que ils peuvent bien accepter ce type de conditions de travail dégradées, parce que sinon c'est le chômage. En fait, moi, j'ai rencontré des personnes qui avaient des emplois. Après, c'était des emplois précaires, d'exécution, en effet, pénibles, mais ils n'étaient pas au chômage. En tout cas, vraiment pas la majorité. Donc eux, ils sont plutôt rentrés dans le métier parce qu'on leur a fait des promesses auxquelles ils ont cru. Ouais, c'est ça. Mais c'est étonnant de voir toute la mythologie autour du travail indépendant. Autonomie, liberté. Alors, il y a des effets aussi bénéfiques, c'est-à-dire que certains disent que c'est des stratégies pour éviter les effets de discrimination aussi. Ils peuvent mieux aménager leur vie, le travail grâce à ça. Mais dans le fond, on va le voir par rapport à la promesse, on va voir si elle est honorée ou pas. Il y a quand même un élément qui est extrêmement important, ce que tu soulignes, c'est la question de la symétrie dans des rapports. Donc des rapports de pouvoir, des rapports de domination, double asymétrie. D'abord une asymétrie vis-à-vis de la plateforme, qui, elle, se présente juste comme un outil technologique mis à disposition de clients et de chauffeurs. Point. C'est un intermédiaire. Il se présente juste comme un intermédiaire et c'est en se présentant comme tel, comme une entreprise technologique, que justement, il s'agit d'éviter d'être la requalification des contrats commerciaux des chauffeurs en contrats de travail. Ce qui est tout l'enjeu aujourd'hui. Oui. Judiciaire, évidemment. Oui, il y a beaucoup d'actions en ce moment. Donc, il faut éviter de montrer qu'il y a des instructions directes qui sont données aux chauffeurs. Donc, on est sur une modalité de gouvernance qui est plus sur des incitations, un peu type nudge. On te conseille d'aller dans cette direction, mais c'est ton libre choix et ton libre arbitre. Comment ça se passe concrètement ? Alors, on parle pour qualifier cette forme de contrôle un peu spécifique et qui se réalise à distance, on parle de management algorithmique. Ouais. Et donc, en effet, ça passe par des formes d'incitation. A priori, pas de contrainte. La contrainte, elle est plus insidieuse. Si on regarde du point de vue du temps de travail, d'abord. Beaucoup de chauffeurs mettent en avant le fait qu'ils sont entrés dans le métier pour justement pouvoir organiser leur temps de travail comme ils le veulent. En réalité, c'est pas tout à fait vrai. Puisque avec cette chute des rémunérations, justement, ils sont contraints de travailler plus pour maintenir leur niveau de rémunération. Donc déjà, en termes de durée, ça correspond pas. Et on est plutôt autour de 60-70 heures par semaine pour pouvoir s'en sortir. Et par ailleurs, on a un système de majoration, donc des tarifs. En fonction, il y a donc un algorithme qui évalue en fait le montant des tarifs sur certaines périodes, sur certaines zones. Et donc qui incite les chauffeurs à ce moment-là à travailler sur ces périodes, sur ces zones. Ça tombe plutôt le matin très tôt, le soir, la nuit et le week-end. Ce qui n'est pas forcément très pratique pour une vie de famille, par exemple. Pas tout à fait. Donc en fait, il y a une incitation, en effet. Mais derrière, il y a une vraie contrainte économique. Donc déjà, on voit que l'autonomie en matière de temps de travail, elle est quand même en fait assez restreinte. Il y a aussi une autre chose, une autre figure centrale de tout ça, c'est la figure du client, qui est en fait un peu enrôlé par la plateforme pour jouer le rôle de contremaître, qui vient évaluer les chauffeurs à l'issue de la course. Il note les chauffeurs de 1 à 5 étoiles. Et en dessous de 4,5 étoiles sur les 500 dernières courses, les chauffeurs peuvent voir leur compte suspendu ou désactivé. Oui, pendant 1 heure, mais aussi 1 semaine, 1 mois. Enfin, c'est totalement arbitraire. C'est très variable. Et c'est ça aussi qui est une source de pouvoir, en fait, pour la plateforme. C'est cette incertitude. C'est-à-dire que la spécificité du management algorithmique, c'est que les règles sont très opaques et elles sont très variables. On ne sait jamais, en fait, exactement. La note, elle peut varier, la note à partir de laquelle on est déconnecté. C'est-à-dire qu'un chauffeur peut passer en dessous de 4,5, mais rester connecté. Exactement. Tandis qu'un autre qui a été exemplaire jusque-là peut basculer du côté de... Tout à fait. Et c'est cette incertitude qui fait que autant respecter, en fait, le taux et accepter toutes les courses et être très sympa avec les clients. Parce qu'il y a aussi un taux d'annulation des courses. 4%, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. Et puis un taux d'acceptation. 80%. Voilà. Parfait.
J'ai révisé. T'es incollable. Donc, et c'est pareil, c'est tôt. Les chauffeurs ont toujours une incertitude par rapport à ça. Et ça limite leur marge de manœuvre, hein, parce qu'en fait, ces chauffeurs, ils sont pas non plus totalement soumis à la plateforme. C'est pas des pantins. Au sens où, par exemple, ils notent aussi les clients. Donc, quand on commande une course, on est soi-même noté. Après, ça n'a pas du tout les mêmes conséquences, évidemment. Même si tu as 1 sur 5, tu vas pouvoir continuer, en fait. Mais par contre, les chauffeurs, s'ils voient, il y a une sorte de règle informelle qui circule, c'est si tu as moins de 4,5, pareil. Ouais, ce qui est assez élevé, hein, j'ai trouvé. Ouais. Je suis au-dessus, hein, normalement. Mais... Eh bien, ils vont refuser la course. Ouais. Mais en même temps, ils ont ce taux d'annulation et d'acceptation à respecter. Donc, ça limite de ce point de vue-là ces stratégies, en fait. Donc, ils jouent avec les indicateurs en essayant de maintenir leur taux d'annulation, leur taux d'acceptation à un niveau raisonnable. Et puis, au moins, ça leur donne des indications sur la conduite à tenir face à la clientèle quand elle a une très mauvaise note. Ouais. Là, c'est assez étonnant parce qu'il y a une charte qui a été élaborée par Uber, auquel les chauffeurs ont accès, évidemment. Et c'est des tips qui se donnent aussi entre eux. Et tu as remarqué que ceux qui s'en sortaient très bien, finalement, épousaient spontanément les codes de la charte, en fait. Oui, c'est ça qui est assez étonnant. C'est que dans la charte, notamment, on a des indications sur éviter d'aborder des sujets liés à la religion, à la politique. Et en fait, quand ils se donnent des conseils, notamment sur les réseaux sociaux, où ils sont extrêmement actifs, eh bien, en fait, ça rejoint exactement ces mêmes principes de la charte. Ouais, tout à fait. Ce qui est un peu intriguant au final, c'est qu'au moment même où ils ont le sentiment de reprendre la main, de se réapproprier leur travail, en fait, ils respectent les consignes, enfin, ce qu'on ne va pas appeler des consignes, mais des conseils donnés par la plateforme. Et qui, par exemple, garder son calme et son sang-froid avec les passagers et les autres usagers de la route. On est dans ce que tu reprends de la sociologie des émotions, le travail sur les émotions, justement, qui est une charge. Oui. Invisible, mais qui est coûteuse en termes d'énergie psychique et même parfois physique, quoi. Donc, on est dans un métier dont on minore aussi la pénibilité. Oui, il ne s'agit pas juste de conduire, il s'agit aussi de prêter attention. C'est ce qui m'explique tous aussi. Il y en a un certain nombre qui travaillaient auparavant dans la livraison, mais de colis, et qui expliquent que ce n'est pas le même métier. Moi, j'ai quelqu'un derrière, donc j'ai en termes de sécurité en fait, j'ai une responsabilité qui est plus grande. Et puis par ailleurs, j'ai des clients que je dois satisfaire. Il s'agit de prendre sur soi, de faire preuve d'une sorte de force mentale pour éviter justement de s'énerver face à un client, de manifester un désaccord. Ça, c'est une forme de pénibilité mentale, psychique, en effet, qui tend à être minorée. Dans le discours aussi de ces travailleurs, on voit bien que ce que tu disais sur la question du temps, c'est qu'on ne va pas penser en termes de temps de travail quotidien ou hebdomadaire, on va penser en termes de combien je veux avoir à la fin de la semaine et je vais ajuster mon agenda en fonction de cette attente en termes de revenus. Donc, je vais parfois faire des semaines extensives, je vais bosser le dimanche matin si je n'ai pas atteint la somme que je voulais atteindre. Et on est très dans une logique qui est encouragée, j'ai l'impression, par la plateforme de gamification, de système de récompense, atteindre tes objectifs, et là, tu as une récompense qui est ouverte, etc., qui sont vraiment des logiques incitatives pour en faire plus. Oui, en fait, ils sont sans arrêt incités à allonger en fait leur durée du travail, parce que Uber a besoin d'un nombre de chauffeurs très important pour pouvoir satisfaire la clientèle. La clientèle, elle va passer à une autre plateforme si finalement dans les 5 minutes, elle n'a pas un chauffeur. Ouais. Donc, pour avoir cette main-d'œuvre, eh bien, on va inciter, donc mettre tout un tas de jeux, en effet, en place pour les inciter à rester connectés. Il y a une chose qui m'étonne aussi, c'est que finalement, ils sont assez indulgents vis-à-vis de la technologie en tant que telle, en disant on préfère être dirigé par un algorithme parce que c'est objectif, c'est transparent, ce qui ne l'est pas du tout, plutôt que par un management humain. Et on verse parfois même dans la pensée magique certains qui disent si j'ai une mauvaise journée, parce que je suis un bon chauffeur, Uber va me récompenser. Ça, je l'ai entendu à plusieurs reprises. Si je reste fidèle à Uber, que je n'utilise pas d'autres applications. C'est incroyable. En fait, à un moment donné, Uber va me donner une bonne course pour que j'atteigne le chiffre d'affaires que je me suis fixé. C'est incroyable. Donc, ils sont convaincus, en effet. Enfin, en tout cas, beaucoup me l'ont dit, ça.
peut-être pour conclure, quelle était la promesse faite par la plateforme et est-ce que cette promesse est tenue? Alors, suspense. Je sens qu'on voit la direction de la réponse. La promesse qui était initialement, c'était des rémunérations élevées et l'indépendance. Et finalement, aucune des promesses n'est tenue, puisque les rémunérations, elles ont chuté. Et donc, pour pouvoir maintenir le niveau de rémunération, il s'agit de travailler beaucoup plus. Donc, de ce point de vue-là, promesse non tenue. Et du côté de l'indépendance, on voit qu'avec justement le management algorithmique, elle est toute relative en réalité. Leur travail est très encadré. Et étant donné qu'en fait, ils sont très dépendants notamment de la plateforme, ils sont, parce que justement la plateforme occupe cette position de quasi-monopole, en fait, quand Uber décide de les déconnecter, de désactiver leur compte, en fait, ils perdent leur principale source de revenus. Ouais. Donc, ils ont, en fait, c'est cette dépendance qui permet, en fait, leur subordination à la plateforme, ce qui questionne en matière de statut d'emploi. Est-ce que, pour conclure, je t'en avais parlé juste avant, mais c'est ce que j'ai perdu, est-ce qu'il y a un mot qui te semble ne pas avoir été abordé par l'entretien, mais il faut insister dessus, ou est-ce que quelque chose synthétise ce qu'on vient de se dire? Si oui, je te laisse l'écrire ici. D'accord. Tu peux prendre ton temps. On va faire ça alors. Hop. T'arrives à me le relire? Et très facile à relire. Racialisation. Tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Oui, peut-être un mot. Pourquoi racialisation et pourquoi je vais insister dessus? C'est que justement, au regard du titre de l'ouvrage, du sous-titre notamment, la comparaison internationale, elle a permis de mettre en évidence ce trait commun aux 3 métropoles. Ce sont systématiquement des hommes racisés. Après, avec des parcours migratoires différents, des parcours même sociaux différents, mais ils ont ce point commun. Et donc, c'est bien un principe organisationnel de ce capitalisme de plateforme. Eh bien, Sophie Bernard, merci. Merci à toi. D'être venue d'en développer. Merci de m'avoir invité. On lance le générique de fin. On reste concentré. Tac. Développer, le podcast des humanités, vous a été présenté par l'ESCE, la Grande École du Commerce Extérieur et le groupe Omnes Éducation.